Bonjour à tous. Alors, je fais une petite vidéo, je prends un petit moment pour le faire. Je vais revenir un petit peu sur l'échange que j'ai eu avec Alexis Sédou sur la chaîne Arcana. Alors, cet échange était intéressant parce qu'il y a, vous allez le voir, cela permet de voir en fait les limites des arguments proposés par les gens qui sont réfractaires à une nouvelle approche de la recherche à propos des civilisations anciennes. Vraiment, les résistances qu'ils ont, les arguments qu'ils ont reposent sur très peu de choses, c'est extrêmement fragile. On va prendre l'exemple de la relation entre le nombre d'or, la coudée royale et le maître, et le nombre pi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est la, la pierre angulaire, si vous voulez, d'un changement de paradigme. Et c'est là sur laquelle il tente de résister avec très peu de choses, vous allez le voir. Donc je rappelle un peu ce que c'est que cette relation, parce que si vous débarquez dans le sujet, vous devez savoir que les Égyptiens utilisaient une mesure qu'on appelait la coudée royale, qui mesurait 52,36 cm. Et il se trouve que des auteurs ont découvert dans les années 50, il s'agit du docteur Funkelet, qui a découvert qu'il y avait une relation entre cette coudée et le mètre à partir d'un concept géométrique simple qui est le cercle. Ce qu'a découvert le docteur Funkelet, c'est que si on trace un cercle de diamètre 1 mètre, forcément le périmètre vaut le nombre pi en mètres, 3 mètres 14 et des poussières, mais ce qui est intéressant, c'est que si on divise ce cercle en 6, ça nous donne la valeur exacte de la coudée royale égyptienne. Et du coup, si on prend les 5 sixièmes du cercle, ça va nous donner 2 mètres 618, c'est la valeur du nombre d'or au carré. Donc ça, c'est quelque chose de très curieux d'un point de vue géométrique, mathématique et numérique. Sur la droite, vous avez aussi un autre exemple de relation entre le mètre et la coudée royale, c'est-à-dire que si je trace un double carré dont la mesure unitaire est un carré de 1 mètre, et que je mesure le triangle en jaune constitué du côté 1, du côté 2 et de la diagonale, ça va nous donner un périmètre d'un triangle qui vaut 10 coudées royales. C'est ce que vous avez dessiné ici en jaune, 1 mètre. 2 mètres ici, et la diagonale, 2 mètres 236. Le périmètre du triangle, c'est 10 coudées royales. Donc en fait, ces observations géométriques et métrologiques sont extrêmement troublantes, puisque le mètre est une mesure censée être moderne et n'est pas censée être connue à l'époque des Égyptiens. Donc là, forcément, branle-bas de combat, résistance maximum des historiens et archéologues, parce que c'est totalement anachronique. Et ce fait est tellement précis, c'est tellement frappant que la plupart des gens qui sont pas politisés, qui sont pas en charge d'écrire l'histoire, je veux dire, euh, ne résistent pas. Ils constatent les faits et effectivement comprennent qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Alors les résistances se font parce que des gens, évidemment, ont aussi une carrière à défendre, ne peuvent pas envisager de s'être trompés à ce point-là, etc. Donc c'est tout à fait normal que des gens ne puissent pas envisager facilement ce genre de choses. Ce qu'il faut voir, c'est quels sont les arguments qu'ils ont. Est-ce que leurs arguments sont valides ou pas? Sont-ils recevables? Sont-ils solides? Vous allez voir que ce n'est pas le cas du tout. Principalement, les arguments développés par Alexis Sédou et d'autres, c'est que on ne connaît pas la valeur exacte de la coudée royale et que en gros, la coudée, elle fait pas 52,36, mais peut-être entre 52 et 54 cm. En faisant ça, ça leur évite de parler du sujet, puisque ils n'ont pas à se poser la question de savoir s'il y a une relation avec le maître. Mais ça, c'est un biais d'infirmation. Je dis ça parce qu'en général, ces gens-là, ils passent leur temps à accuser les autres de faire des biais de confirmation. Or là, ils font exactement la même chose, sauf qu'eux, ils font ça pour infirmer une hypothèse en faisant un biais, c'est-à-dire qu'en disant que la coudée royale, on ne la connaît pas. On ne sait pas combien elle mesure, que c'est pas précis, etc. C'est totalement faux, vous allez le voir. Alexis Sédou, il cite Dieter Arnold, mais ce qu'il oublie de penser, c'est que Dieter Arnold, il dit quand même que Richard Lepsius et Petrie sont globalement les deux personnes qui ont le plus étudié la coudée royale. Et les mesures qu'ils en donnent, c'est 52,5 et 52,37. Donc on n'est quand même pas entre 52 et 54 cm, on est quand même hyper précis par rapport à la mesure proposée par Funk et Lett. Mais il y a mieux que ça encore, il y a plus précis, puisque les premières coudées qui ont été retrouvées matériellement, elles ont été mesurées, notamment par Jomard, et c'est super intéressant de voir combien elles mesurent, parce que Jomard en a mesuré 4, et la mesure moyenne des 4 qu'il a mesurées, il donne 52,35. Voilà, donc on n'est pas du tout à c'est prétendre qu'on ne connaît pas la valeur de la coudée royale, c'est une exagération. On la connaît très bien, avec une marge d'erreur qui est très fine, qui est de l'ordre du dixième de millimètre, ou du millimètre au grand maximum, et encore.
Et puis, on a une autre façon de la connaître, puisque tout le monde s'accorde pour dire que la Grande Pyramide fait 440 coudées. Dès lors, en mesurant les côtés de la pyramide, on s'aperçoit qu'elle varie entre 230 mètres 25 et 230 mètres 45. Cette variation permet de déduire une mesure qui vaut entre 52,33 et 52,37,5 pour la coudée royale. Donc vous voyez, il y a plein de gens qui ont mesuré la Grande Pyramide, Petrie, J.F. Cole, Dorner, Lehner et Goodman, Glenn Dash, Dormion. Et quand on regarde toutes les mesures qu'ils donnent sur la Grande Pyramide, ben, au maximum, la coudée royale a varié entre 52,33 et 52,37,5 à partir de l'architecture. Donc il y a une précision qui est quand même énorme à propos de cette mesure. On n'est pas du tout sur une méconnaissance totale de la mesure exacte. Donc maintenant qu'on connaît la mesure précise de la coudée royale, on peut aussi faire des statistiques et essayer de voir s'il existe plein de mesures qui potentiellement seraient des multiples en nombre entier de pi ou d'autres constantes mathématiques. Mais avant de se pencher là-dessus, je vais quand même vous montrer un ensemble d'auteurs ici qui, dans leurs publications, utilisent des mesures de coudée royale. Donc tous ces auteurs-là ne sont pas des auteurs ésotériques, ce sont des auteurs qui publient dans des revues d'archéologie et d'histoire, d'anthropologie. Et voyez bien que les mesures qu'ils donnent sont comprises entre 52,3 et 52,5 au maximum. Donc on a quand même une très très grande connaissance et précision sur la mesure de la coudée royale. Et donc il est tout à fait... on est large, quand on dit qu'elle mesure entre 52,3 et 52,4, on est très très large. On peut tout à fait être plus précis. On l'a vu d'ailleurs à partir des mesures de la base de la Grande Pyramide. Donc prétendre, comme le font certains, que la mesure de la coudée on ne la connaît pas et que Funkelet aurait triché en prenant la coudée qu'il arrangeait, c'est tout simplement, je dirais, un biais d'affirmation. Voilà, après, la coudée, effectivement, elle a pu varier au cours de l'histoire, et à la fin de la période égyptienne, il se peut qu'elle fût un peu plus longue. Mais nous, on s'intéresse à la coudée de l'Ancien Empire, et notamment celle qui a servi à mesurer la Grande Pyramide. L'autre biais d'affirmation de ces gens-là, c'est de dire que les Égyptiens ne connaissaient pas le nombre pi. Alors pour ça, ils s'appuient sur 4 morceaux de papyrus qu'ils ont retrouvés, sur 3000 ans d'histoire. Et ces 4 morceaux de papyrus, dedans, il n'y a pas le nombre pi ni le nombre d'or. C'est ce que dit Corina Rossi, notamment dans son livre. Mais il n'est pas du tout sérieux de vouloir limiter toute la connaissance de l'Égypte à 4 morceaux de papyrus qu'on aurait retrouvés sur 3000 ans d'histoire. Vous imaginez un peu si on devait résumer, nous, on prend 4 bouts de papier de livres de mathématiques dans le monde entier, hein, on prend ça et on limite toute notre connaissance mathématique à 4 morceaux de papier, à nous, les modernes. C'est juste impossible. Donc on n'est pas du tout sérieux quand on dit ça. Et regardez ce qu'elle dit aussi, Corina Rossi. Elle dit cependant, je ne dis pas que les mathématiques n'étaient pas impliquées dans l'architecture égyptienne antique, mais plutôt que jusqu'à présent nous avons analysé des cas en appliquant un mauvais système mathématique. L'architecture peut avoir une fonction symbolique forte et en théorie il est possible de suggérer que dans leurs bâtiments, les anciens architectes égyptiens ont caché des relations mathématiques significatives, non immédiatement perceptibles et liées à une connaissance ésotérique. Et elle termine en disant, en tant que matérialisation du pouvoir religieux et royal, l'architecture a probablement été récluse, au moins dans une certaine mesure, parmi les sujets non publics. Intéressant, hein? Intéressant. Donc la porte est tout à fait ouverte, mais en plus de ça, il y a vraiment des auteurs, des égyptologues, qui publient des documents où ils contestent cette idée que les Égyptiens ne connaissaient pas Pi. Et notamment, ils contestent l'interprétation du papyrus de Rhind. En voici un exemple. Encore une fois, dans une revue qui n'est pas du tout ésotérique. David Yann Lightbody. Cet auteur, en fait, il rappelle que la méthode de calcul qu'on retrouve dans le papyrus de Rhind sert à calculer la surface d'un cercle. Ce n'est pas une méthode pour calculer le périmètre d'un cercle, mais une méthode pour calculer la surface en cherchant une équivalence avec un système carré. Cette méthode étant selon lui une méthode utilisée dans l'arpentage des champs pour obtenir des équivalents de surface. Je vais vous lire ce qu'il écrit exactement. Cette preuve relative à des calculs de surface circulaire sur le papyrus n'exclut donc pas l'existence d'une méthode de calcul différente qui utilisait des rayons pour calculer les circonférences. La preuve architecturale, à partir des monuments, indique que la méthode de calcul a été basée sur l'utilisation du nombre 7 pour le rayon ou la largeur d'un cercle, de sorte que sa circonférence serait alors de 44 parties ou 22 parties en fonction de celle utilisée.
Ces nombres de base fonctionnent très facilement avec le système de la coudée royale divisé en 7, et auraient pu être adaptés à la dimension architecturale requise. Rien n'indique que les nombres liés à la circonférence aient été adaptés pour être utilisés dans le calcul des surfaces circulaires, à cette époque. La méthode de calcul de la surface, décrite dans le papyrus de Rhind, a peut-être été utilisée principalement à des fins de quantification agricole et alimentaire, plutôt que pour des processus de construction associés aux longueurs et périmètres de structure. De plus, cet auteur rappelle une chose, c'est que l'enceinte de la pyramide de Saqqara mesure 1000 coudées sur son côté nord-sud, pour un périmètre total de 3142 coudées, ce qui suggère clairement que le nombre pi était connu, car il est exprimé numériquement dans une figure géométrique. Les dimensions de cette enceinte ne variant pas plus de 0,2% selon les différentes sources. Cela signifie que les exemples de papyrus fournissent en fait des preuves complémentaires aux preuves architecturales plutôt que contradictoires. C'est effectivement ce que Cooper a également proposé en 2011. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ne sont pas du tout d'accord avec cette idée que les Égyptiens n'avaient aucune connaissance du nombre pi. Donc vous voyez bien que les réfractaires, vraiment, utilisent un grand nombre de biais d'affirmation pour nier quelque chose qui est une vérité historique, même si elle est, je dirais, elle prend à rebrousse-poil toute notre vision de l'histoire. Et puis, je vous montre un autre exemple, notre publication dans la revue Archaeological Discovery, un article très intéressant d'un auteur qui, lui, emploie carrément le rapport pi sur 6 pour parler de la coudée. Vous voyez, c'est surligné en jaune. Pour lui, il n'y a pas de question à se poser, c'est pi sur 6 pour la coudée. Voilà, donc c'est un article très intéressant au passage. Vous avez des références en bas qui apparaissent en bas à gauche, là, vous pouvez le retrouver. Donc voilà, pour vous dire vraiment que les argumentations développées sont quand même très légères. Et puis, on peut aller plus loin, puisque d'autres arguments développés, Alexis Seydoux pose la question de mais pourquoi on divise par 6 le périmètre du cercle? En fait, c'est vraiment étonnant qu'il n'ait même pas réalisé que si je divise par 2, je vais avoir 3 coudées royales en nombre entier. Si je divise par 3, je vais avoir 2 coudées. Si je divise par 4, une coudée et demie. Si je divise par 5, 5 sixièmes de coudée. Si je divise par 6, une coudée. Si je divise par 7, je vais avoir 6 septièmes de coudée, et c'est exactement la valeur marquée au niveau de la sixième palme. Si je divise par 8, 3 quarts de coudée. Si je divise par 9, 2 tiers. Et si je divise par 10, 3 cinquièmes de coudée. En fait, si je divise par n'importe quel nombre, je vais obtenir un multiple en nombre entier de la coudée royale. Parce qu'il se trouve qu'en réalité, numériquement, 52,36, dans notre système décimal, c'est la seule mesure qui est un multiple en fait du nombre pi et du nombre d'or au carré. Et on peut s'amuser à faire des statistiques, à tester avec un outil, avec un logiciel, si vous voulez, la probabilité que toutes les mesures connues entre la palme et la toise, qui fait environ 2 mètres, je l'ai fait, donc il y a un article qui est publié sur mon site, vous pouvez aller voir, ou avec un petit outil qui fonctionne sur Excel, on peut s'amuser à tester, en fait, savoir combien de coudées qui mesurent un nombre entier en relation avec le nombre pi et le nombre d'or au carré. On peut même tester avec nombre aléatoire, etc. pour voir. Et on s'aperçoit en réalité qu'il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une seule. Et que donc la probabilité de tomber là-dessus, elle est infime. Infime. Et ça, les égyptologues, les historiens qui contestent ces relations se gardent bien d'essayer d'évaluer ce qu'ils appellent coïncidence. Ils s'en gardent bien, parce que s'ils devaient le faire, ils seraient obligés d'admettre que la coïncidence, elle est quand même très très fine. Et puis pour terminer pour cette histoire divisée par 6, je rappelle quand même que le périmètre de la chambre haute, c'est un double carré. Donc le périmètre, c'est 31 mètres 416. Or, ce périmètre, c'est comme c'est un double carré, et ben, c'est donc un module carré qui forme la base, et donc il y a 6 modules, 4, 5 et 6. Donc vous avez un périmètre divisé en 6, et ça nous donne la coudée royale. Donc il n'y a vraiment rien qui permet de résister en termes d'argumentation de la part de ces gens-là quant au fait que le mètre, le nombre d'or, le nombre pi et la coudée royale sont reliés et ont été employés en Égypte, notamment dans l'architecture de la Grande Pyramide. Alors évidemment, c'est hyper anachronique. Les égyptologues sont complètement fous à ce propos, hein, puisque on est en train d'expliquer en fait que les Égyptiens connaissaient le mètre, alors que le mètre est censé être connu seulement à partir du 19e siècle, 18e, 19e siècle, à partir d'une des dimensions de la Terre. Bah oui, mais il se trouve que la mesure de la Terre a très certainement été faite avant,
que des gens ont été capables de faire de l'arpentage, la triangulation, de maîtriser la trigonométrie sphérique. Et on peut faire la trigonométrie sphérique sans avoir d'ordinateur, ça peut se faire tout simplement, comme ça a été fait au XVIIIe siècle, avec un crayon et un papier, des tables de calcul. Donc les compétences en trigonométrie, c'est ce qu'il faut avoir pour évaluer la taille de la Terre. Et ensuite, il faut effectivement un peu d'outillage, donc des théodolites mécaniques. Bon, ben voilà, quoi, on n'est pas du tout dans quelque chose de fantastique qui serait réalisé avec des lasers et des satellites, quoi, hein. La mesure de la Terre, elle a pu être faite avec des moyens mécaniques, avec des méthodes de calcul qui se font sans ordinateur. Évidemment, ça demande un énorme travail de réflexion, ça demande d'aller faire des mesures à plein d'endroits sur la Terre pour évaluer son taux d'alpatissement, etc. C'est ce qui a été fait en gros, hein, pendant 200 ans, entre le XVIIe et XVIIIe siècle. C'est ce qui a été fait et ça a été affiné au cours du 19e-20e siècle. On a petit à petit vraiment affiné pour avoir une mesure encore plus précise. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose en fait qui permet de résister à cette relation. Ah évidemment, ça change tout.